My God, sir, he's got a flag of truce. Well, give the order! Fire! Salut à tous, première émission, j'espère pas la dernière, sur une petite pastille d'un film récemment sorti en Blu-ray 4K. Et ce soir, nous allons parler avec Masterfield de Soldat Bleu, qui est sorti le 17 juillet dans une belle édition Steelbook, combo Blu-ray UHD 4K plus Blu-ray. Le visuel est très beau, je trouve. Philou, qu'est-ce que tu en penses ? D'abord, bonsoir Denis, merci de ton invitation. Moi, je suis un peu plus nuancé sur le steelbook qui est beau. C'est vrai, le steelbook est beau. Maintenant, je trouve que l'affiche du film, l'affiche originale du film était tellement... elle est presque mythique, c'est-à-dire que beaucoup de gens connaissent l'affiche sans connaître le film, entre guillemets, une simple reproduction de l'affiche plein cadre sur un steelbook, sur fond blanc, parce que l'affiche était avant tout sur fond blanc. Ça aurait été très bien, mais on va pas bouder notre plaisir. En ce moment, il y a des steelbooks tellement affreux et il y en a d'autres qui sont à venir. Je pense notamment à celui de Orca, qui est un concept très particulier. On va pas bouder notre plaisir, c'est un bel objet. Voilà. Donc, Soldat Bleu, film de 1970, sorti en France en avril 71, de Ralph Nelson, réalisateur de La bataille de la vallée du diable, Les tueurs de San Francisco et La symphonie des héros. Alors rapidement, Ralph Nelson, c'est à ses débuts un acteur de théâtre, puis un réalisateur de télévision qui, pendant plusieurs années, va tourner énormément d'épisodes de séries télé et de téléfilms. C'est en 62 qu'il passe au cinéma et rapidement, dès son deuxième film, il me semble, il devient un réalisateur engagé. Il soutient la cause des Afro-Américains avec Le Lys des Champs de 1963 avec Sidney Poitier. Par la suite, et très souvent, dans ses œuvres, il mettra son pays face à ses responsabilités historiques. Mais ce qu'on retient de lui, c'est ce western révisionniste, Soldat Bleu, qui dénonce avec violence le massacre des Amérindiens par les Blancs. On a au niveau de la distribution Candice Bergen, qui a joué dans La canonnière du Yangtze de 1966 avec Steve McQueen, Le lion et le vent de 1975 avec Sean Connery, Peter Strauss, qui lui a surtout joué dans des séries comme Le riche et le pauvre de 1976, Masada de 80 avec Peter O'Toole, ou encore le téléfilm Comme un homme libre de 1979 d'un certain Michael Mann. Donald Pleasance, évidemment, le docteur Loomis, dans La nuit des masques, ou New York 97, ou Prince des ténèbres. Il y en a encore beaucoup d'autres, évidemment. Et puis pour la bande-son, Buffy Sainte-Marie, une artiste canadienne du folk et grande star des années 60-70. Qui était elle-même très engagée. Exactement. On va pitcher avant d'en parler. Et puis, voilà. Alors, le pitch est très simple. On va suivre deux survivants d'une colonne attaquée par des Cheyennes qui vont traverser le No Man's Land pendant plusieurs jours pour rejoindre un fort et qui vont accumuler les aventures et les disputes avant d'apprendre à se connaître. Voire plus. Un buddy movie sous forme de western qui s'apparente à un dépucelage moral. Le héros est un soldat bené, un bleu, qui explique aussi le titre, qui va découvrir la vie auprès d'une blanche qui a vécu en captivité auprès des Cheyennes et qui va lui ouvrir les yeux sur la brutalité de l'armée dans laquelle il s'est engagé. Philippe, si tu veux commencer à nous en parler, donc j'ai pitché. Si tu veux nous dire un petit peu ton ressenti, parce que c'est un film qui divise quand même énormément. Alors, oui, ça, effectivement, je pense qu'on sera amené à dire le ressenti qu'on a du film. Effectivement, l'histoire, elle est assez simple, elle est très linéaire. C'est effectivement, on suit
les survivants d'un convoi de nordistes, enfin de soldats bleus, de nordistes, oui. De Des nordistes. nordistes, oui, tout simplement. Je me souviens tout jamais on suit un convoi, les survivants d'un convoi qui a été massacré au début du film par des Cheyennes. Le contexte de ce massacre, quand même, et la rencontre de ces deux personnages, de ces deux protagonistes improbables au départ, c'est que Peter Strauss tient le rôle effectivement d'un jeune bleu, alors bleu dans tous ses aspects, hein, il n'a aucune expérience dans la vie, dans quoi que ce soit. Il a bien entendu des idées bien arrêtées, c'est celles qu'on lui a apprises, et notamment dans l'armée, donc il est très droit, très, très rectiligne, et il ne veut pas sortir de la ligne continue, on va dire. Et puis cette jeune femme qui est en fait, qui a été libérée, elle a été libérée de son propre mari indien, puisque c'était une jeune blanche qui avait été enlevée et qui était promise à un chef indien, qui visiblement, ce chef indien était tolérant, puisqu'il a bien vu certainement que l'idée de la femme blanche dans un camp indien, c'était peut-être lui priver d'autre chose. Donc en fait, elle a repris sa liberté. Et il se trouve que dans une station, on va dire ça, un arrêt, ce convoi, on demande alors ce convoi au départ, c'était pas pour ça. Le convoi, c'était pour convoyer de l'or. Hein, de l'or parce que l'armée, ça a besoin de sous et ça a besoin de vivre. Donc, s'ils ont fait d'une pierre deux coups lors de cet arrêt, on a demandé à ce qu'on prenne cette jeune femme pour la convoyer d'un point A à un point B. Donc, la destination est du convoi et de cette jeune femme. Et dès le départ, on comprend tout de suite que le réalisateur, Ralph Nelson, va sortir du carcan du western traditionnel américain. Ça, on oublie les Hawks, les Ford et compagnie. Et en même temps, il va s'inspirer pas mal. Il va s'inspirer pas mal du western plus rude, plus âpre, plus réaliste que pouvait être déjà le western di spaghetti, le western italien. Parce qu'un des personnage qui aura un rôle très court, qui est joué par Dana Elkar, sort des toilettes. Bon, je veux dire, c'est pas à la gloire de la tunique bleue que de le voir sortir de ses toilettes. On voit en plus ça a été compliqué. Enfin bref, tout le monde l'attend sous un cagnard. Bon, bref, on met pas en valeur le héros américain avec ce genre de scène. C'est pas la volonté, en tout cas, du réal. Effectivement, on rentre dans le vif du sujet, puisque le convoi à peine reparti. Alors, on s'intéresse quand même un peu à la jeune femme. On voit qu'elle est habillée un petit peu comme dans La Petite Maison dans la Prairie, sauf qu'elle a des mocassins indiens, hein, pour rappeler qu'effectivement, elle a accepté, elle a adopté la culture indienne. Donc voilà, et on va s'apercevoir que elle a, sans mauvais jeu de mots, elle va faire preuve de ruse de Sioux pour s'en sortir de cette attaque. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire pour la mise en bouche. Moi, j'ai un petit problème avec ce film, hein, un problème de rythme, un problème de rupture de ton, avec une première partie que je trouve un peu plate, gentillette. Alors le duo est sympa, mais j'ai trouvé que la démonstration était lourde, sans nuance. Les acteurs, eux, ne sont pas mauvais, c'est pas le problème. Enfin, le problème, c'est la mise en scène, qui pour moi est une mise en scène paresseuse. On a 1h30 de mièvrerie qui s'embourbe dans une pseudo-comédie qui ne raconte pas grand-chose, en tout cas qui est superficielle pour moi. On a de la musique funky inappropriée avec ce qu'on nous montre. Et je fais référence parce que j'ai bien cette scène en tête, cette scène de combat entre le soldat et l'Indien dans la rivière, et que j'ai trouvé complètement raté. Les dialogues, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune subtilité. Et puis, tu as un dernier quart d'heure qui vire au film d'horreur, avec des plans très très durs, gore même, sur l'extermination de ce village Cheyenne. Et je rappelle d'ailleurs que c'est évidemment une histoire vraie, hein, puisque plus de 700 hommes, femmes, enfants, sans distinction, ont été massacrés par 900 hommes de la cavalerie du Colorado.
Scène finale qui sera d'ailleurs largement amputée à sa sortie. Ah bah écoute, ton point de vue, il est plus qu'honorable et défendable. Je suis assez d'accord avec toi. Je vais quand même essayer de faire un petit contrepoids, si on peut. C'est vrai qu'il y a un rythme très surprenant. Il y a, grosso modo, si on fait un résumé, une scène forte, 1 heure et demie de blabla, d'ennui pour peu qu'on s'y intéresse pas. Et puis la scène qu'on va retenir, ultra forte, ultra graphique, qui fait que quand j'imagine à l'époque qu'on sortait de ça, tu te rends compte ce qui s'est passé, etc. On se souvient de la scène finale. Et après, dans les esprits, on se souvient de la scène finale. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu en 70, j'étais trop jeune. Mais je me souvenais exactement d'une scène bien particulière, on va le dire, de décapitation. Ouais. Parce que je crois qu'au cinéma, c'est la première fois que je voyais graphiquement, une scène de décapitation. Je l'ai vu au cinéma lors d'une ultime rediffusion un été où j'avais déjà l'âge d'y aller. Et l'été, tu sais, au bord de la mer, ils te passent les films qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, j'avais été le voir. Ça m'avait marqué. Et puis cette affiche m'avait marqué. Maintenant, sans rentrer vraiment tout dans le détail pour que les gens qui ne l'ont pas vu aient le plaisir de le découvrir, parce que je pense qu'on peut aussi avoir un certain plaisir à découvrir le film. Je trouve que les séquences au début, donc l'attaque du convoi des confédérés, enfin des confédérés, non, des nordistes, pardon, par les Cheyennes, le réalisateur essaye peut-être maladroitement de justifier cette attaque parce qu'ils veulent prendre l'or. Ils veulent pas délivrer la jeune femme, à la limite. Ils veulent prendre l'or parce que cet or-là va leur servir pour acheter des armes, pour se battre, pour reconquérir ce qui est, à juste titre, leur terre. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Candice Bergen, elle le fait comprendre tout de suite, comme elle survit avec Peter Strauss. Je donne pas les noms des personnages parce que c'est un peu compliqué, surtout que la VF, le prénom du héros est complètement différent. Voilà. Donc, elle essaye de justifier, elle-même qui a failli mourir, essaye de justifier l'attaque des Cheyennes. Et c'est là, on se dit, ça y est, maintenant, on va être pas dans le démonstratif, mais dans le discours qui va dans un certain sens, le sens du réel, le sens de beaucoup de monde, parce que c'est important, c'est que le contexte, on est en 70, c'est une Amérique pas rebelle, mais qui commence à se contester eux-mêmes, qui se critique, qui fait sa propre autocritique. À la décharge de films, il y a quand même eu des films qui sont sortis la même année et qui étaient d'un autre niveau, et en plus qui parlaient un peu du même thème, comme Un homme nommé Cheval, comme Little Big Man. On peut même parler de films qui prônaient la liberté sexuelle, comme le film d'Antonioni, dont je ne me souviens plus, mais ça me reviendra assez rapidement. C'est maintenant que je m'en souviens plus, c'est formidable. Non, il y avait plein de films, si tu veux. On était depuis 68, on est arrivé dans le Nouvel Hollywood, voilà. Le 68, c'est Easy Rider et c'est le Nouvel Hollywood. Qu'est-ce que c'est que le Nouvel Hollywood? Je vais faire très vite. C'est simplement un cinéma qui essaye de se détacher de la politique des studios. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on veut parler de tout, on veut pouvoir faire son autocritique, et il se trouve quand même qu'à l'époque, on est en pleine guerre du Vietnam. Alors, il y a un contexte historique, comme tu as dit, c'est le massacre de Sand Creek en novembre 1864, et puis aussi, il y a eu 2 ans avant, donc en 68, une image qui avait meurtri tous les Américains, c'est le massacre qu'il y a eu, alors je prononce très mal le vietnamien, à My Lai, voilà, où il y a eu tout un village, comme par hasard, c'est à peu près la même histoire, tout un village qui a été décimé, sauf qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Américains, ils avaient ça le soir à table quand on regardait les informations. C'est ça. Donc, forcément, il y avait un mouvement contestataire. Il y avait, en quelque sorte, en tout cas, au niveau des opinions et de la politique, une guerre de sécession dans les années 70. Il y avait le camp de ceux qui sont pro-world, on va dire, qui acceptent toutes les formes de liberté, même peut-être celles qui peuvent être plus contraignantes. Et puis, il y avait les réacs, il faut le dire, celles qui veulent garder leurs vraies valeurs, donc l'extrême droite, qui existe aussi là-bas. Et voilà, donc c'était le conflit de 2 camps. Et ça se retrouve à travers ce film, et je sais très bien où tu veux en venir, et c'est pas faux, c'est que dans la séquence molle, pendant 1 heure et demie, qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeune femme indienne, qui est le bonhomme de l'histoire, parce que Peter Strauss fait le rôle d'un bleu, comme tu as dit, il a besoin d'être déniaisé, mais à tous les niveaux, parce qu'il va connaître l'amour physique avec la jeune femme, entre autres, et petit à petit, bien entendu, il a ses idées bien arrêtées,
mais il va être convaincu, c'est un peu ça l'idée. Pendant 1h30, on l'endoctrine, si on peut dire ça comme ça. Elle va essayer de l'endoctriner, elle-même ne regardant pas les choses qu'il faudrait qu'elle regarde aussi de son côté, quoi. Hein, mais elle va l'endoctriner. Alors, comme je te dis tout à l'heure, j'ai fait une allusion à des ruses de Sioux, c'est que pour échapper au massacre du début du film, elle se met des branchages dans le dos et elle rampe à flanc de colline, comme ça, elle n'est vue par personne. Et Peter Strauss, s'il s'en sort, c'est vraiment un pur hasard parce qu'il a le cadavre d'un Indien sur lui. Voilà. Ils s'en sortent par miracle. Les autres, ils sont tous massacrés. Pour l'instant, c'est une infime idée de ce qu'on va voir à la fin du film, le massacre final qui dure bien 10 minutes, un quart d'heure, avec en plus un discours lénifiant du responsable de l'armée, enfin je ne connais pas les grades du colonel ou du général, qui est assez extraordinaire. Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la structure du film, sur ce déséquilibre, sur le fait qu'il y a un quart d'heure de choc, il y a 1h30 d'ennui, je résume, hein, et il y a encore 20 minutes de choc, et on retient le choc final, mais en même temps, je pense que le film gagne à être remis dans son contexte de l'époque. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire. Pour nuancer. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu faisais référence à Little Big Man tout à l'heure. C'est vrai que Little Big Man, qui est d'Arthur Penn, qui est sorti la même année que Soldat Bleu, et ces deux films, pour moi, font partie de ces films engagés, de ces films en colère qui vont justement démystifier la conquête de l'Ouest en décrivant le blanc comme le véritable ennemi. À l'inverse des westerns à papa, des westerns avec John Wayne, le héros. Westerns des années 40, 50, où là, voilà, c'était l'Indien, le méchant. Oui. Là, on inverse tout. Enfin, c'est vraiment, on renverse la vapeur plutôt. Et même en termes d'image, je m'excuse, Denis. Oui, vas-y, je t'en prie. Le héros superbe, c'est le chef indien. Il est mis en valeur dès qu'il est sur son cheval. Il est musculeux. C'est l'acteur mexicain George Rivero qui fera que de la série B après, des films mexicains. Il fera même des films de bagarre, hein, comme Fist Fight, une série B, Z, etc. Mais le gars, il était au summum de sa superbe. Et effectivement, c'est l'imagerie d'Épinal du beau chef indien qu'on peut avoir. Alors que les autres sont dans la crasse, c'est normal. Et on voit un peu leur hygiène pendant leur pérégrination. Lui, il est toujours magnifié. Et en plus, c'est le seul qui a le cœur pur, parce qu'il veut la paix. Il veut la paix. Il a laissé partir celle qui devait être sa femme, mais il a compris que ce n'était pas son endroit, sauf qu'elle a été lancée 2 ans de captivité relative. Elle a été éduquée par les Indiens à ces modes de vie, donc elle en a gardé quand même quelques bons souvenirs, en tout cas, quelques valeurs. Et Georges Rivero, lui, c'est l'archétype du bel Indien. Quand on est du côté du camp des Indiens, on ne peut pas voir mieux. Franchement, on ne peut pas voir mieux. Même si c'est un héros anonyme, parce que je ne connais pas l'histoire des Indiens, je ne sais pas si celui-ci a existé, ou en tout cas, mais bref, c'est un beau héros de cinéma. Voilà. Et c'est important de le dire. Le parti pris est évident. Hein, on va dire de la part du Réal, le parti pris est évident. Oui, complètement. Voilà. Et puis, donc, effectivement, Candice Bergen, qui, elle, joue le rôle d'une femme qui s'affirme, qui, comme tu l'as dit, va déniaiser, émancipée, voilà. Et qui est bien, on va dire, ancrée dans cette époque des années 70, justement, avec la libération. Le féminisme. Elle retire sa culotte, voilà. Elle a trop chaud avec, elle jure comme un charretier. Lui, il est plutôt réservé. D'ailleurs, elle le traite comme un enfant, parce qu'elle s'adresse à lui comme un gosse. Elle s'adresse à lui comme un gosse au personnage de Peter Strauss, qui est là pour apprendre. Il va apprendre les choses de la vie au sens le plus large du terme durant cette 1h30 de voyage. Alors après, la petite partie comédie presque, et qui ne sert pas à grand chose, je trouve, pourtant c'est un acteur qu'on aime bien, c'est à un moment donné, c'est l'arrivée de Donald Pleasence au milieu du film, au milieu du film, voilà, qui ne permet pas d'apprendre grand chose de plus. Non. J'ai l'impression, alors ça sera 1 an après, j'ai l'impression qu'il prépare son rôle qu'il aura dans Waking Friday de Tev Kotcheff, c'est-à-dire un type un peu à la marge. Voilà.
Voilà. Mais bon, ça fait plaisir de voir un acteur connu. Voilà. Voilà, Surtout. c'est ça. Il a un tout petit rôle, mais ça fait plaisir de le voir, de le voir à l'écran, c'est sûr. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai, là où quand tout à l'heure tu as parlé de la filmo des uns et des autres, c'est vrai, moi j'aime beaucoup Peter Strauss parce qu'effectivement j'étais, alors là pour le coup, élevé par Le Riche et le Pauvre, qui était la première saga que j'ai pu voir. J'avais 9-10 ans. J'ai adoré ça. Et je me souviens, alors ça tu vois, comme quoi il y a des trucs qu'on ferait mieux de pas garder ça dans la mémoire, mais ça sert à rien, mais c'est pas. C'est que le dernier épisode du Riche et le Pauvre, donc Les Héritiers, il y avait une pub après, la semaine prochaine, un nouveau feuilleton. Alors donc c'était le créneau du samedi soir, de la deuxième partie du samedi soir. Et c'était un truc, je dis, ça va pas prendre. J'étais tellement déçu que ça s'arrête, je dis, ça marche, je regarderai pas. C'était Dallas. Ah oui, Dallas qui était juste derrière. Ouais. Donc, et c'était encore autre chose. Mais il a pris beaucoup d'acteurs de séries ou qui ont fait leur carrière dans la série. Candice Bergen, c'est certainement celle qui a, avec Donald Pleasance, le plus beau palmarès en termes de filmographie. Mais même elle, après, elle a fait sa deuxième partie de carrière dans une série qui s'appelle Murphy Brown. Une femme indépendante encore, je crois qu'elle était dans le milieu journalistique, je crois, etc. Peter Strauss, bon, on sait qu'il a fait quelques séries B et quelques séries où il fait des rôles de président des États-Unis, des films où il fait des présidents des États-Unis, dans Meurtre en suspense, par exemple, ou en suspens, pardon, c'est plutôt ça, excusez-moi. Oui, avec Johnny Depp. Avec Johnny Depp, où c'est je crois que c'est le président des États-Unis qui est la cible. C'est vrai. Et il doit être tué par Johnny Depp sous la menace de Christopher Walken, peut-être, hein, c'était ça. Donc, c'est quelqu'un qui présente bien, donc il porte beau, donc c'est l'Américain qui a réussi. Donc on le voit partout et c'est pour moi un bon acteur. Effectivement, tu as parlé tout à l'heure de Comme un homme libre, qui est vraiment qui est fondateur de l'idée du cinéma de Michael Mann. D'ailleurs, je vous invite, si je peux me permettre de faire un peu de pub, de regarder le top Michael Mann sur la chaîne de Mr Paradise. Allez, c'est fait. Voilà, on n'en parle plus. Donc voilà, c'était des acteurs de séries télé. Et ben écoute, le décor, il n'est pas magnifié non plus. On est un peu dans un téléfilm. Oui, mais après, le réalisateur, c'est ce que je disais tout à l'heure, il vient aussi de là, il vient de la télévision. C'est ça. Donc, tu te refais pas. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que alors les décors sont jolis, mais c'est tout, parce qu'il y a une mise en scène qui est quand même très plate, et ça fait très téléfilm. Voilà. Ça fait très téléfilm. Ouais. Et c'est d'autant plus surprenant pour le final. Parce que là, on ne s'attend pas à un final téléfilm. Là, c'est pas un final téléfilm. Pour terminer, Soldat Bleu, c'est un film militant, il en a les défauts, notamment dans sa scène finale et sa démonstration excessive et complaisante d'un génocide. Il a, comme tu l'as dit tout à l'heure, en tout cas le mérite d'interroger les fondements d'une démocratie de la conquête bâtie sur des atrocités. Le film, lui, connut un très grand succès à sa sortie. Il sera même, à juste titre, soumis à la classification R, une interdiction aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés. Et comme tu l'as dit aussi, un film de son époque, avec tous les changements et les conflits de l'époque, la guerre du Vietnam, les westerns italiens, la libération des mœurs, enfin, etc. Voilà. C'est tout ça. Et même si moi je l'ai un peu, défoncé, il faut quand même le voir parce que il a quand même un certain intérêt. Alors, je vais aller dans ton sens sur l'idée générale du film, qui est un peu lourd d'idées, qui est assez lourd dans la façon d'orienter les choses. C'est un film très orienté, voilà, tout simplement, très orienté, ce qu'on pourrait appeler la gauche, parce que même si ça n'existe pas là-bas, on va dire ça comme ça. Bon, c'est même un peu lourdingue, avec cette heure et demie d'endoctrinement, on va dire ça comme ça, de la part de Candice Bergen par rapport à Peter Strauss, et qui marche en plus, puisque bien entendu, le résultat quand même, c'est que le final, quand on voit le final, ils sont simplement comme nous, spectateurs de l'horreur qu'ils voient. Ils ne sont pas actifs parce qu'ils ne peuvent pas l'être. Ils essayent de sauver désespérément des enfants ou des Indiens, des Indiens et des femmes, mais ils n'y arrivent pas parce que là, c'est le massacre complet. Ils survivent encore. Cette fin est un peu amorale dans le sens où chacun repart de son côté, on va dire ça comme ça. Tu te dis, de toute façon, quelque part, on est toujours dans un certain statu quo au niveau de la morale par rapport à ça, parce que
Les méchants à mauvaise morale ont fini par gagner. Hein, on sait c'est très manichéen, hein, parce que le gentil, il n'y a pas de méchants indiens dans le film, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher. Et les 4/5e, les 95% même des cow-boys sont des cow-boys, des nordistes sont des méchants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a effectivement Peter Strauss qui change d'avis, qui change de point de vue, qui est retourné, on pourrait dire, mais le terme est un peu désobligeant. Il y a aussi, on oublie le personnage du Marie Cocu, hein, parce que elle revient dans sa ville pour retrouver son fiancé ou son mari. Bon, il peut bien imaginer que pendant 2 ans, il s'est passé des choses. Et puis lui-même n'est pas convaincu. Il répond aux ordres du général, mais on voit bien qu'il a des doutes. On voit bien à la fin, on le voit dans des gros plans, il a des doutes. Donc je suis d'accord avec toi à 95%. Les 5% que je rajouterais, c'est simplement, il y a une naïveté qui fait quand même une certaine fraîcheur, une certaine candeur de l'époque, qu'il ne faut pas oublier de le regarder par rapport au contexte de l'époque pour vraiment en juger tous ses tenants et tous ses aboutissants. On n'est pas dans du chef-d'œuvre du cinéma et du western. C'est pas un mauvais film, loin de là. Et puis si on peut parler, alors je préfère prévenir pour ceux qui souhaitent acquérir le film ou qui l'ont déjà, qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Il y a des images, il y a des plans qui sont relativement flous, et le 4K pourra rien y changer. Je le dis. Le 4K pourra rien y changer. Il y a du grain. Là, on sait que James Cameron n'est pas passé par là, ni l'intelligence artificielle. Mais je trouve que c'est un beau témoignage d'une époque, et que de temps en temps, on peut pas oublier qu'il y a eu ça, parce que s'il y a eu ça, c'est que le contexte était quand même très particulier, voire très terrible, et que dans ces périodes actuelles, pas toujours marrantes, il est bon de le rappeler. Voilà. Donc c'est pas un mauvais film, ça restera pas un film mémorable par sa qualité, mais ça reste un film mémorable pour ceux qui l'ont vu au moment, au temps de sa sortie, on va dire, dans une période où il n'y avait pas toutes ces sollicitations par les plateformes. C'est vrai que l'horreur qu'il y a dedans, elle est d'autant plus surprenante qu'elle est un peu datée, mais parce que celui qui a vu Terrifier, je reviens là-dessus, on va pas se mentir, il va dire mais c'est ça leur graphisme, l'horreur graphique. Mais oui, ça l'est, parce qu'il faut remettre tout dans un contexte. Et il y a peut-être des films qui ont eu beaucoup plus bon, qui sont des chefs-d'œuvre en plus. Alors forcément, tout de suite, c'est pas l'avantage de Soldat Bleu, mais quand on veut faire passer quelque chose, je pense qu'il vaut mieux qu'on regarde Voyage au bout de l'enfer, où on voit jamais on voit pas une scène de bagarre, de bataille, on voit une scène très dure, on voit l'avant et on voit l'après. C'est surtout ça, Voyage au bout de l'enfer. Ou alors, on peut voir, et là, c'était aussi une vraie découverte, c'était le film maudit de Michael Cimino, qui est La Porte du Paradis, puisque cette histoire vraie, ce décret politique vrai que j'invite à découvrir pour ceux qui seraient curieux de voir le film, était sidérant. C'était sidérant. Enfin voilà. Donc c'est pas un mauvais film, c'est pas un chef-d'œuvre. Voilà. Tu fais bien. Oui. Quand tu parles de Voyage au bout de l'enfer, c'est vrai que le génie de Cimino, justement, c'est d'avoir ajouté ne pas faire de scène de bataille, mais résumer la guerre du Vietnam à une partie de roulette russe très forte, très forte, toute la violence de ce conflit. Et ça, c'est tout le génie de Cimino. Et c'est surtout un film sur l'avant et l'après, ce que sont devenus ces hommes. Voilà. Et on s'aperçoit que le discours est d'autant plus efficace que les scènes chocs du film, à savoir ces fameuses parties de roulette russe, même s'il y en a une à la fin, mais celle qu'on voit au départ, celle qu'on voit au milieu du film, elle est au milieu du film. Comme ça, elle nous permet, on la digère en même temps qu'on voit la suite. Voilà, exactement. Et peut-être que c'est peut-être la seule facilité que Ralph Nelson pour laquelle il s'est laissé aller, c'est que la scène forte de la fin du film, c'est ce qu'on retient quand on sort de la salle. Oui, c'est ça. Ouais. Et avec le temps, on pense à ça. Le massacre. Voilà. Et on oublie le film. On oublie un peu le film. Voilà. Ok. Voilà, j'espère qu'on vous a quand même donné envie de voir le film. De toute façon, si vous avez acheté le steelbook, vous n'avez plus le choix. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir sur des plateformes, n'hésitez pas. Voilà, c'est en tout cas une curiosité. Merci à toi, Philou. Merci à toi, Denis. Merci pour cette invitation. Ça m'a fait bien plaisir. Et puis on va peut-être se retrouver le mois prochain pour un autre film d'une autre sortie Blu-ray. Donc voilà. À suivre donc. Exactement. Merci Philou. Mais merci à toi, Denis.
Ciao. À très bientôt. Got a prayer, Soldier Blue?